Bonsoir. Saisie, expulsion, factures impayées, surendettement, retard de loyer. Chaque année en France, les huissiers de justice signifient près de 11 millions d'actes et recouvrent pas moins de 8 milliards d'euros de créances. Mal aimés et mal compris, les huissiers ouvrent rarement leurs portes. Exceptionnellement, nous avons pu suivre 4 d'entre eux sur le terrain et dans toutes leurs missions. S'ils exercent le métier le plus détesté des Français, ils sont aussi parmi les premiers témoins de la détresse sociale. Et vous le verrez, cette confrontation est parfois violente. Malmenés, agressés et même menacés de mort, les huissiers appliquent les décisions de justice dans des contextes humains très difficiles. Alors qui sont ces hommes et ces femmes qui ont choisi d'exercer cette profession difficile et mal connue? Quel est leur véritable pouvoir? Jusqu'où peuvent-ils aller pour faire respecter la loi? Voici 90 minutes enquête, expulsion, saisie, enquête sur les huissiers de justice, un document signé Laura Chemouni. Bonjour, Roger Auglan, huissier de justice. Oui. Je suis chargé de votre expulsion. Expulsion, c'est un mot qui choque, qui vous casse. Maintenant je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. T'es content? Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Toi, c'est un droit. Toi. On veut éviter ces expulsions. Écoutez, moi, j'ai pas une solution miracle. Hein. C'est une horreur de procéder à l'expulsion. Mais dans ces cas-là, l'horreur, c'est pas l'expulsion, c'est l'état de l'appartement. Sortez s'il vous plaît, monsieur. Votre père, il a une dette de 55 000 €, il a eu un commandement de payer il y a 2 mois, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de règlement. Vous rentrez pas dans mon stand. Monsieur, je rentre dans votre stand. Vous rentrez pas dans mon stand, ok? Eh, s'il vous plaît. Le nord de la France, l'une des régions les plus sinistrées en matière de surendettement. Banlieue de Dunkerque. Dans cette maison vivent Jeanne, 56 ans, et sa fille Sophie, 16 ans. Au mois d'août dernier, Jeanne reçoit un avis d'expulsion. Elle ignore quand elle devra abandonner son appartement, mais elle sait que c'est inévitable. En attendant, elle fait ses cartons. Je me retrouve dans cette maison vide, où tous les matins je me réveille en disant les camions vont arriver, avec les forces de l'ordre. Et tous les matins, quand je me réveille, le premier mot qui est dans mon cerveau, c'est expulsion. C'est un mot qui choque, qui vous casse. Jeanne fait partie de ces Français que le chômage a mis sur la route des huissiers. Cela fait 15 ans qu'elle vit dans cette maison, mais depuis plusieurs mois, elle n'arrive plus à payer ses 500 € de loyer. Nous sommes dans ma chambre, donc la chambre des parents, où je suis actuellement, que j'ai vidé aussi, où je dors avec ma fille, puisque ça fait, on a tellement besoin de chaleur humaine là, et Sonia n'est pas très bien non plus, donc on dort toutes les deux. Comme ça, on a moins l'impression de solitude dans le grand désert qu'est cette maison. Ça résonne, c'est l'écho. Quand on parle, c'est vide. Hein, donc on a l'impression qu'il n'y a aucune vie et c'est un peu impressionnant, puis ça fait peur, ce vide. Depuis qu'elle a reçu l'avis d'expulsion, Jeanne a l'impression d'être en sursis. À partir du 7 août, tous les jours, j'ai guetté le matin un camion, j'ai guetté un bruit de voiture, j'ai guetté un huissier qui tape à ma porte en disant vous sortez. Je préférerais partir par mes propres moyens, bien sûr, que d'avoir affaire à la force publique quand même. C'est quand même, pour une personne, avoir affaire à la force publique, ça doit être terrible et ça doit aussi être dégradant. Lorsqu'elle travaillait, Jeanne gagnait 3 000 € par mois. Mais après une rupture conjugale, comme souvent, c'est la dégringolade financière. Comment j'en suis arrivée là? En fait, c'est le début d'une longue histoire. Hein. J'étais infirmière libérale pendant 15 ans. Je suis tombée malade en 1996. Et à partir de là, j'ai fait une énorme dépression et j'ai dû arrêter mon travail, qui était mon leitmotiv, ma raison de vivre. Et j'ai commencé à avoir des gros problèmes financiers. Et en 2007, j'étais dans l'instance de divorce et ça a accéléré mes problèmes, ça a augmenté mes problèmes et je me suis retrouvée dans cette situation, cette impasse financière. Jeanne touche aujourd'hui 680 € de RSA. Dans ces conditions, impossible de payer ses 500 € de loyer et les dettes s'accumulent.
Je vis comme un compte à rebours et j'ai l'impression d'être, vous savez, comme le couloir de la mort, là, ceux qui vont passer à la guillotine, là, qui sont dans les prisons, là, les d'autres sécurité, et tous les jours qui se disent, demain je vais être guillotiné. On ne pense pas qu'il puisse nous arriver ce genre de choses. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, ça c'est comme la maladie, ça va arriver chez le voisin, mais on doit toujours être... Nul n'est à l'abri de problèmes financiers, nul n'est à l'abri d'une expulsion. Retard de loyer, factures impayées, accumulation de crédits. De plus en plus de Français sont surendettés et voient le spectre de l'huissier se dresser devant eux. Quels sont leurs pouvoirs? Jusqu'où peuvent-ils aller? Vous découvrirez Maître Lemarec, jeune huissier parisien. Je suis Maître Lemarec, huissier. Loin de l'image traditionnelle de la profession, avec lui vous verrez que certaines interventions peuvent être musclées. Vous rentrez pas dans mon stand. Monsieur, je rentre dans votre stand. Vous rentrez pas dans mon stand, ok? Faut rentrer comme ça. Comme ça. C'est pas la police, monsieur. Non, je suis l'huissier. À Nice, Maître Franck troque souvent son costume d'huissier pour celui de commissaire-priseur. Au programme des ventes, des voitures qu'il a saisies un mois plus tôt. Adjugé 1700. Puis à Perpignan avec Maître Houglan, vous verrez une saisie qui va dégénérer. Je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. T'es content? Je me flingue. Si les huissiers ne connaissent pas la crise, ils restent en cette période de fragilité financière les premiers témoins de la difficulté des familles. Jacques-Yves Lemarec, 39 ans, est huissier de justice à Paris. Mais huissier pour lui, ce n'est pas vraiment une vocation. Il a déjà été journaliste pour l'ONU à New York, cadre dans l'industrie, puis directeur de clinique en région parisienne. Ce n'est qu'en 2004 qu'il décide de racheter l'étude d'huissier de son père. Avec Maître Lemarec, ne vous attendez pas à l'image de l'huissier traditionnel, il n'en a pas vraiment le profit. Quand on vous dit que vous avez une tête d'huissier, forcément c'est plutôt négatif. Donc si on me dit que j'ai pas une tête d'huissier, je le prends évidemment bien. Tant mieux pour la profession. Si je peux essayer de modifier un petit peu l'image de l'huissier qui est quand même pas très bonne, tant mieux. Il y a 2 heures, Maître Lemarec a été appelé en urgence sur un salon porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris qui me mandate pour faire une saisie contrefaçon. Nous sommes au salon du prêt-à-porter. Ici se réunissent chaque année plus de 40 000 professionnels de la mode. Notre huissier est mandaté par un grand styliste qui estime qu'un concurrent a copié ses modèles de chaussures. L'objet de ma mission est d'identifier le modèle de chaussures contrefaites et d'en effectuer une saisie. Maître Lemarec rencontre son client, Yves Ben Simon, sur l'un des stands du salon. Ce sont les baskets en toile colorée, à l'origine de la renommée de la marque, qui sont aujourd'hui l'objet de contrefaçon. Le modèle de tennis Ben Simon, très particulier, il est très reconnaissable par son embout blanc, comme ça, l'épaisseur de la semelle et l'embout. En tout cas, c'est Monsieur Ben Simon a mandaté l'huissier en urgence dès qu'il s'est rendu compte que ses chaussures étaient copiées sur un stand concurrent. Là, ce qu'ils sont en train de vendre, c'est pour l'été prochain. Donc il vaut mieux arrêter l'hémorragie tout de suite plutôt que de les laisser vendre. Et là, par contre, ça poserait un problème. Pour Maître Lemarec, c'est une intervention a priori classique qui ne devrait prendre qu'1 heure ou 2. Mais notre huissier est loin d'imaginer l'enfer qu'il va vivre sur ce salon pendant tout le week-end. Un rapide coup d'œil sur le stand pour repérer les modèles. Les chaussures sont bien là, cloutées au mur. Il y en a pour tous les goûts. On va commencer là. Mais sur le salon, la rumeur de la présence d'un huissier s'est vite propagée et les exposants réservent à Maître Lemarec un accueil glacial. Je suis mandaté pour faire un PV de saisie contrefaçon. Il faut une ordonnance? Oui, je vais vous la donner. Mais vous restez là. Je vais vous la donner. Non, vous restez là. Vous n'avez pas rentré, c'est privé, vous n'avez pas rentré, je vous donne mon nom. Oui. Et puis vous m'envoyez ça, j'ai mes avocats, vous m'envoyez ça. Pas de problème. Alors, je vais vous la donner, l'ordonnance. Non, mais même, vous pouvez me la donner, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lisez-la. Non, mais lisez-la, monsieur, attendez. On va pas liser point par point l'ordonnance, pas la requête. Relisez l'ordonnance. C'est ce à quoi je suis autorisé, donc lisez-le. Comme ça... On va à l'essentiel. À l'essentiel, oui, on va regarder les choses. Non, vous n'allez pas rentrer là, monsieur. Mais si, il faut que je rentre. Non, monsieur, vous ne rentrez pas. Mais si. Non, vous ne rentrez pas, monsieur. Si. Monsieur, vous ne rentrez pas. Il veut que je rentre, c'est écrit là. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne rentrez pas dans mon stand. Si, je rentre dans votre stand.
pas, monsieur. Mais si, je rentre Non, dans votre vous stand. rentrez pas dans mon stand. Monsieur, je rentre dans votre stand. Vous rentrez pas dans mon stand, ok? Eh, s'il vous plaît. Je rentre dans Vous n'avez pas rentré, vous n'êtes pas... Vous avez appelé la police, vous rentrez pas dans le stand, ok? Lisez. Non. Non, Lisez. vous n'êtes pas rentré dans le stand. Mais lisez, c'est monsieur. privé, vous n'êtes pas rentré. Mais c'est pas un problème, Appelez-moi c'est la une police. ordonnance. Vous savez ce que c'est, une Non, ordonnance? eh ben, je vais vous refuser à rentrer dans le stand. Non, vous me laissez Non, passer. non. Vous me laissez passer. Vous me tapez. Mais je vous tape pas, vous me laissez Vous passer. ne rentrez monsieur. pas dans le stand, s'il vous plaît. Vous me laissez passer. Vous ne rentrez pas, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un huissier, vous rentrez pas. Appelez-moi la sécurité. Oui, allez chercher la sécurité. Non. Oui. Ah, non, allez chercher Vous votre rentrez pas dans le direction. stand, monsieur. Allez chercher la Vous ne direction. rentrez pas dans le stand. Allez chercher la C'est direction. privé, vous ne rentrez pas dans le stand. Non, monsieur. Non. Vous partirez pas. Moi, je resterai c'est là. pas- La fermeture du salon, ça m'est égal. Mais c'est pas grave, vous ne rentrez pas dans le stand. On verra ça lundi, mardi. Non, mercredi. on n'appellera pas ça. Si, Non, là, je... vous restez là. Si, je rentrerai. Ah, vous appelez la police. Bah oui, je vais la prendre. Monsieur, s'il vous plaît, c'est mon stand. Donc là, on va aller à Vous n'avez pas la direction du salon. Allez prendre la direction du salon. Vous n'avez pas On va rentré aller dans le appeler la stand. police. Mais vous n'êtes pas rentré, c'est privé, monsieur. À 19h, on ferme. Bien sûr. À tout à l'heure. La soirée s'annonce longue et laborieuse. En attendant la police, Maître Lemarec garde son sang-froid et n'oublie pas de prévenir sa chère et tendre. Ce soir, il risque de rentrer tard. Très tard. Il faut justifier à madame pourquoi on rentre pas à l'heure. Voilà, c'est tout. J'ai du travail, dites-moi si vous voulez qu'on fasse. Bah, j'attends les flics. Maître Lemarec, merci d'être là. 15 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent. L'huissier leur fait un bref résumé de la situation et, comme par enchantement devant les uniformes, les portes s'ouvrent. Je lui ai demandé, j'avais des fournisseurs qui sont là, d'ailleurs c'est un fournisseur qui vient, on travaille, c'était agressif, il a fait 3 heures ici, il y a eu un moment d'euphorie, je lui ai dit vous n'avez pas à rentrer, non c'est tout sur mon stand, c'est privé. Pas d'euphorie, d'énervement de votre part, monsieur. Je suis pas énerveux. Donc vous étiez énervé. Pas du tout parce que j'ai des clients. Je ne vais pas déplacer la police pour rien, monsieur. Tout à l'heure, il y avait des chaussures sur les clous là, qui étaient pendues. Vous les avez mises où, ces chaussures? Vous faites ce que vous faites ici, j'ai absolument rien rangé, ni rien caché. Bon, enfin, bon, elles sont bien quelque part. Devant l'aplomb de l'exposant, Maître Lemarec commence la fouille minutieuse du stand. C'est ça que des gens me disent. Bah, j'en sais rien, donc je regarde. Monsieur, c'est des choses de monsieur, Ah oui, bah. Voilà, c'est une collection. Ah oui, ouais, je vois, mais je suis bien obligé de chercher un peu. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose chez vous, puisque ça a disparu. Alors, est-ce que vous les avez planqués, vos godasses? L'exposant ne dira rien de plus à l'huissier. Maître Lemarec le suspecte d'avoir fait disparaître les chaussures contrefaites pendant qu'il prévenait la police. Je ne serais pas étonné qu'ils aient utilisé le temps disponible pour tout simplement les faire sortir du stand. Parce qu'effectivement, j'ai vu de mes yeux qu'il y avait des chaussures quand on est arrivé sur le salon. Effectivement, il y a une demi-heure, lorsque Maître Lemarec est arrivé sur le stand, sur chaque clou reposait une paire de chaussures. Mais je ne lâche pas le morceau facilement. Voilà, monsieur. 22 heures, la journée s'achève. Le salon a fermé ses portes depuis déjà 3 heures. Maître Lemarec a rendu son procès verbal, mais il n'est pas satisfait. On serre la main. Avec plaisir. Vous avez une bonne poigne en plus. C'est bien, moi aussi. Voilà. Demain, il va y avoir d'autres clients et je ne pense pas qu'ils s'attendent à ce que je revienne. Parce que c'est noté à mon procès verbal que je suspends mes opérations en me réservant la possibilité de revenir pour poursuivre mes recherches, mais je doute qu'ils lisent mon procès verbal ce soir. Maître Lemarec quitte le salon, mais concocte aux exposants une petite visite surprise pour le lendemain. Retour à Dunkerque. Jeanne vit au quotidien avec la peur de l'expulsion, mais elle espère que son bailleur social lui évitera de passer l'hiver à la rue. L'hiver, ça va être, je devrais aller dans les foyers d'hébergement d'urgence avec les sans-abri qui n'ont pas beaucoup d'hygiène, où il y a beaucoup de violence. Est-ce que mon enfant pourra tenir le choc? Je ne sais pas. Nous l'accompagnons chez son bailleur, en caméra cachée. Elle espère que sa dette de 3 600 € ne sera pas un obstacle à la discussion. Bonjour. Donc j'étais venue vous voir pour savoir, étant donné que ma dette n'était pas si importante, 2 600 €, vous avez quand même rien fait pour que je puisse garder mon logement.
Vous connaissez mes difficultés, j'ai une Moi, je fille... connais beaucoup de choses sur le dossier, oui. Simplement, à un moment donné, quand vous obtenez une décision de justice, quand vous mettez les services de la mairie, les services de sociaux dans le coup, quand tout le monde est dans le coup, et qu'on n'arrive pas à une solution, le juge, il prend la décision. Est-ce qu'il y en a des solutions de relogement? Je vais être à la rue, je vais bientôt être devant chez vous, là. Est-ce qu'il y a des logements vacants, quelque part? Est-ce que c'est ici que vous pouvez trouver une solution? Non. Est-ce que je peux, moi, vous trouver une solution? Comment voulez-vous que je vous trouve une solution? J'appelle un de mes collègues bailleurs en disant prends Madame Lutte, c'est quelqu'un de sympa, elle a un impayé assez élevé chez nous, il y a une procédure d'expulsion, avec recours, machin. Le petit lui va dire je suis désolé, je prends pas, faut être bien d'accord. Le bailleur a le mérite d'être clair. Il n'a aucune solution à proposer à Jeanne. Seule et démunie, elle n'arrive plus à se battre. Aucune de ses démarches n'a abouti. Reste alors la manière forte. Jeanne s'est tournée vers Alain, l'un des représentants du DAL, l'association droit au logement. Sa spécialité, empêcher les expulsions. Mais ce soir, il ne vient pas avec de bonnes nouvelles. J'ai des très mauvaises nouvelles, mais bon. Ça a été, bon, je vais vous le dire carrément, ça a été signé par le préfet jeudi. C'est sûr et certain qu'il va y avoir l'expulsion, il n'y aura pas de retour. La seule chose qu'on peut faire, c'est de savoir la date qu'ils vont venir et qu'on bloque tout. Parce que ça, les expulsions, on n'aime pas. Donc on va tout faire pour essayer de les emmerder. Hein, ils nous emmerdent assez, alors de temps en temps, un petit peu, ça, chacun son tour d'être emmerdé. Comment vous y prenez? On s'y prend en bloquant devant la porte. On est une vingtaine de personnes, trentaine de personnes, avec des banderoles, et puis on fait un peu de ramdam, jusqu'à temps qu'on essaye de négocier avec le huissier pour reporter l'expulsion. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois on prend un peu d'acrymogène dans la figure, mais bon... Des locataires en difficulté, Alain en rencontre tous les jours. Mais il observe qu'avec la crise économique, les précaires ne sont plus les seuls à ne plus pouvoir s'acquitter de leur loyer. Et maintenant aussi, on voit aussi des gens à des classes moyennes, qu'on dit entre guillemets, qui se retrouvent surendettés et avec des gros problèmes d'impayés de loyer ou de crédit. Et on a 100 expulsions simplement sur l'île, 100 expulsions avec la force publique. Jeanne réussira-t-elle à bénéficier de la trêve hivernale grâce à l'appui et aux actions du DAL? Il ne lui reste qu'une semaine avant la date fatidique, alors parviendra-t-elle à passer l'hiver au chaud avec sa fille? Retour au salon du prêt-à-porter avec Maître Lemarec. Nous sommes dimanche. Hier, après une journée mouvementée, l'huissier a suspendu son procès-verbal, mais il revient aujourd'hui par surprise et il a bien l'intention de repartir les mains pleines. On est dimanche, il fait beau, j'ai pas spécialement envie de me faire casser la figure. Donc oui, je vais appeler la police. Parce que vu leur réaction d'hier, ils vont pas me laisser faire. Bonjour Maître Lemarec. Bonjour monsieur. Content de vous voir. Et c'est la BAC, la brigade anticriminalité, qui vient en renfort aux côtés de l'huissier. C'est un vrai plan d'attaque, digne d'une opération commando que la BAC met en place pour accéder au stand. Nous, il y a deux collègues qui iront d'abord près du stand. Ouais. Voilà. Avant. On restera une vingtaine de mètres, voilà. Nous, on est derrière. Là-bas. Une fois que les collègues sont là, eux, pendant que nous on arrive, eux, ils vont bien observer les manipulations des uns des autres. Ouais. Comme ça, ils peuvent pas nous dire, bah non, on n'avait pas ça, on n'avait pas ça. 3 hommes de la BAC partent en éclaireur sur le stand. Le chef de groupe, lui, attend les infos près de l'huissier. Ils y sont, les godasses? Il y a du matos. Il y a les chaussures qu'on a vues là. Les chaussures qu'on a vues. Elles y sont? Ouais. Et ben, ils ressortent plus. Ils y restent, nous on arrive. Les exposants semblent plutôt surpris. Rebonjour. On va voir s'il y en a maintenant. Et notre huissier a du flair. Les chaussures sont bien là, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les chaussures qui n'étaient pas sur le stand hier sont réapparues pendant la nuit. J'ai ramené une collection. Bah, c'est celle que vous avez enlevée. Non, j'ai absolument rien enlevé. Bah ouais, mais j'ai rien enlevé, monsieur. Bien sûr. Bah oui. Hier, elles n'étaient pas là. Moi, j'ai pas enlevé. Elles n'étaient pas là, point. Vous êtes un menteur. Vous savez que vous êtes un bon menteur? Un vrai menteur. Je vais vous prendre, vous. Vous êtes une star. Vous êtes un... Mais moi, je vous trouve très sympathique. Mais moi aussi. Est-ce que vous aussi pouvoir un jour serrer la main d'un huissier? Mais j'en côtoie tous les jours, des huissiers. Pour quelle raison? Les huissiers font leur métier. Éclat de rire,
tape sur l'épaule. Les exposants proposent même un petit verre à l'huissier. Champagne? Champagne? Allô, huissier. C'est un peu inattendu, là, le champagne. Tout est possible. Et hier, j'aurais pu finir à l'hôpital. Et puis aujourd'hui, on boit le champagne. Champagne à la main, l'exposant semble plutôt bon perdant. S'il est condamné pour contrefaçon, il risque pourtant une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour une intervention qui était censée durer 2 heures et aurait dû se terminer la veille, le week-end a été mouvementé. Mais pour notre huissier, c'est le jackpot. À 300 € de l'heure, ce constat de contrefaçon lui aura rapporté la bagatelle de 2500 €. Mais je ne doute pas que si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas rentré. Non, je ne serais pas rentré. Mais chacun a son intime conviction. C'est pas une preuve, c'est une intime conviction. L'huissier repart détendu et la mallette pleine. L'accueil glacial et les menaces du patron du stand sont oubliés. Sa mission est accomplie. Je pense qu'il faut être assez solide. Ouais. Je pense qu'il faut être assez solide. Non, il y a des moments qui sont pas simples. Il y a des moments difficiles et puis après vous rencontrez des situations où là c'est une opération de saisie contrefaçon. Les gens ne sont pas dans la misère. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a d'autres opérations, des opérations d'expulsion que vous avez peut-être déjà vues, ou des opérations de saisie mobilière en cas de dette. Ça peut être plus compliqué, plus difficile. 28 octobre dernier, à quelques kilomètres de Perpignan. Monsieur, bonjour, Roger Auglan, huissier de justice, Millac. Oui. Je suis chargé de votre expulsion à la demande de l'office départemental. Une expulsion, une procédure qui, vous le savez aussi bien que moi... Mais on est en pleine période hivernale. Non, monsieur. La période hivernale, c'est le 1er novembre. Je croyais que c'était le 15 octobre. Non, c'est 1er novembre, 15 mars, la période hivernale. Dans 3 jours commence la trêve hivernale. 4 mois durant lesquels les expulsions sont interdites. À quelques jours près, ce couple était tranquille jusqu'au printemps. Pour Maître Auglan, huissier, c'est la dernière expulsion de l'année. Mais le locataire n'a pas dit son dernier mot. Vous êtes totalement en dehors de la loi parce que... Ah bon, expliquez-moi alors. Eh ben, vous ne pouvez pas expulser les gens malades. Je souffre d'une maladie orpheline. Oui. J'ai besoin d'oxygène constamment. Attendez, moi, j'ai une confirmation de monsieur le préfet en date du 22 octobre. Vous allez devoir sortir du logement. Alors, madame, maintenant, madame, c'est impératif. Oui, préparez vos affaires indispensables, quelques effets personnels, vos papiers. Je ne peux pas faire autrement, madame. Mais pourquoi est-ce aussi brutal? Pourquoi nous... Madame, pardonnez-moi, vous êtes prévenue depuis 2006. Vous êtes sous le coup d'une expulsion depuis 2006. Oui. Vous avez un dossier difficilement défendable. Je vous demanderai maintenant de faire le... Moi, il faut que je me prépare, monsieur. Vous ne m'avez pas prévenu, je dois prendre une douche. Mais madame, faites. Madame, faites. Maître Auglan agit à la demande de l'office HLM du département. Cela fait 3 ans que ces locataires ne paient quasiment plus leur loyer. Et leur dette dépasse maintenant les 10 000 €. Du coup, leur bail a été résilié et le tribunal a ordonné leur expulsion. Mais la santé défaillante du locataire ne va pas faciliter la tâche de l'huissier. Maintenant, l'état de santé des gens qui sont malheureusement l'objet de cette expulsion incombe aux services sociaux, aux services médicaux et non pas à l'huissier de justice. Non, au préfet. Le préfet est censé faire une enquête préalable sur l'état de santé des gens. Cette enquête n'a pas eu lieu. Alors là, monsieur... À aucun moment. Ah, ça a dû être fait en temps et en heure, puisque monsieur... Pas à votre insu, mais ça fait 3 ans que vous auriez dû être expulsé, monsieur. Je vous assure que non, monsieur. Et qu'est-ce que je fais des bouteilles d'oxygène? Vos bouteilles d'oxygène, vous les avez, emmenez-les. Venez voir ce que c'est. J'ai pas besoin d'être transporté, monsieur. Mais alors comment fait-on? Non, le problème c'est que vous voulez rester là. Oui, je comprends aisément. Hein. Oui, d'accord. C'est évident. C'est évident. Bon, là, il faut trouver une solution, monsieur. Alors moi, je vois que vous êtes ennuyé à cause de ces bouteilles. Vous pensez qu'on est ennuyé, oui. Non, mais j'ironise pas. Hein. Désespoir, hein. Je n'ironise pas, monsieur. Une expulsion, c'est un acte d'une rare violence. Je vous l'accorde. C'est un viol quelque part, voilà. Je vous l'accorde. Le problème, il faut dire aussi, monsieur, que lorsqu'on fait le générique de votre dossier... Ça me prouve.
Pardon? Salaud de pauvre. Bon, d'accord. C'est difficile, comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficilement défendable. Oui, bonjour docteur. La mission de Maître Houglon est claire. L'expulsion doit se faire aujourd'hui, coûte que coûte. Alors, par mesure de précaution, il contacte un médecin du SAMU pour évaluer la situation. Le problème, si vous voulez, c'est un prétexte qu'on me donne pour faire de l'immobilisme, on est bien d'accord, puisque moi, ça fait... Voilà, moi je vais vous dire, ça fait bientôt pratiquement 1 heure qu'on est là, et tout s'est bien passé, quoi. Je veux dire, il n'a pas besoin d'oxygène. Alors seulement moi, vous comprenez bien, c'est pas mon boulot, c'est le vôtre, et je peux pas prendre de risque non plus, je peux pas avoir l'incident. Et alors, est-ce que ce rebondissement peut interrompre la procédure d'expulsion? Non, on y mettra le temps qu'il faudra, mais on ne l'interrompra pas. Le couple abasourdi réalise qu'il n'a plus le choix, il faut partir. Et le temps presse. Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos cartons, madame? Les papiers, écoutez, là, j'ai été prise par surprise, je n'arrive même plus à penser correctement. Donc, ce que je vais prendre, je ne sais pas, le strict nécessaire, les souvenirs. Aujourd'hui en France, une famille ne peut se faire expulser que pour 2 raisons. Une dette de loyer ou d'importants troubles de voisinage. Et dans tous les cas, c'est le fruit d'une décision de justice. Les personnes expulsées n'ont alors que quelques heures pour abandonner leur domicile. En contrepartie, les services sociaux proposent le plus souvent des solutions d'hébergement, mais ce ne sont que des solutions d'urgence. Alors, vous êtes hébergé pour 3 nuits à l'hôtel Terminus, avenue Général de Gaulle, près de la gare. On vient chercher votre époux et on l'emmène avec ses bouteilles d'oxygène. D'accord? Il ne va pas être d'accord, il n'est pas question de nous séparer. Surtout dans un moment pareil. Non, madame. Ça, il n'est pas question. Bonjour. Bon, vous pouvez nous mettre dehors, mais pas nous séparer. Mais alors j'ai là, pas... vous ne décidez rien. Ah non, absolument. Madame, j'ai pas du tout l'intention de vous séparer. Mon problème, mon problème, c'est de faire en sorte qu'il n'arrive rien à votre époux. D'accord? Maintenant, là, je vois vous préparez vos cartons. D'accord, pas de problème. Mais il va falloir un petit peu accélérer le mouvement quand même. Oui. Tout à l'heure, le monsieur à l'intérieur qualifiait l'intervention de l'expulsion de viol. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là? Dire qu'une expulsion est un viol, c'est exagéré quand même, ou alors à ce moment-là, c'est un viol légalisé, ça paraît invraisemblable. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Moi, je suis convaincu qu'une expulsion manu militari comme ça se pose aujourd'hui, c'est un échec. C'est un échec parce que, compte tenu des démarches faites en amont de ce jour, n'ont pas abouti. Voilà pourquoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans une situation d'impayé? C'est l'emploi, le problème est l'emploi stable, j'entends. Pas des petits boulots qui ne suffisent pas à vivre, même pas à survivre d'ailleurs, le travail. Vous avez reçu un papier précisant que là, la mesure c'est mon d'expulsion... mari qui gérait ça, parce que bon, comme il était à la maison, etc. Moi, je travaillais toute la saison. Et j'étais hyper fatiguée, j'étais consciente effectivement du problème, j'étais consciente, mais c'est lui qui... Et il a voulu m'épargner, ce qui fait que ce matin c'était la totale surprise, je ne m'y attendais absolument pas. C'est très violent. Les huissiers font partie des rares professions à pouvoir pénétrer dans les domiciles. Ils sont ainsi souvent aux premières loges de la détresse des familles. Le fils des locataires expulsés est venu prêter main forte à ses parents. Lui aussi est sous le choc. Vous étiez au courant que vos parents avaient des problèmes de loyer, des dettes? Ouais, je suis au courant que la France va mal, quoi. Et que même quand tu veux bosser, tu peux pas y arriver, quoi. Moi, j'ai fait des études, je peux pas bosser, quoi. J'ai pas de boulot. Donc, elle est bien, c'est bien. Non, on fait quoi? Je sais pas. Se barrer loin, quoi. Avec ça. Ouais. Pour Maître Houglon, il faut que l'expulsion se fasse dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible. Alors il a appelé des ambulanciers pour transporter le père de famille. Comment je fais avec l'oxygène? C'est ce que j'ai fait. Attends, il est là. Mon fils a dit qu'il s'est rentré dans la voiture. On va annuler. On se démerde, simplement on se démerde. Tout seul. D'accord? On prend les trucs, on les met dehors. Point barre. Le reste, on s'en occupe, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors écoutez, monsieur, je suis vraiment désolé, mais... Il est en colère, là, votre fils? Les ambulanciers repartent aussi vite qu'ils sont arrivés.
Vous avez l'impression que tous les efforts que vous avez faits depuis ce matin là, tombent à l'eau, ne servent à rien? Non, c'est pas qu'ils ne servent à rien. C'est que ça confirmait ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire? Concernant les efforts, l'état de santé, c'était surtout un problème d'immobilisme pour faire face et pour essayer d'arrêter la procédure. Voilà, la preuve. Bon, ils ont pris la décision de ne pas prendre l'assistance de l'ambulance et de transporter eux-mêmes leur bouteille d'oxygène, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. D'accord? Oui ou non? Et... Bon, je vais maintenant procéder à l'inventaire des biens restant dans les lieux. Les locataires ont 1 mois pour récupérer leur mobilier. Au-delà, l'huissier peut vendre les biens aux enchères pour rembourser une partie des loyers impayés. Donc là, à vue d'œil, est-ce qu'il y a du mobilier intéressant ici pour une vente? Bien sûr, il y a des choses vendables, bien sûr. Le mobilier est en bon état, enfin, le fauteuil est défoncé, etc. Mais enfin, il y a de quoi vendre, il n'y a pas de problème. Mais la vente ne couvrirait certainement pas en fonction de ce qu'il y a apparemment, la vente ne couvrirait certainement pas le montant de la dette. Est-ce qu'en période de crise, vous envoyez beaucoup des dossiers comme ça? Oui, hélas. On envoie plus qu'on ne pourrait le croire. Et fort heureusement, entre guillemets, la préfecture fait quand même un tri sérieux avant de donner les concours de la force publique et de passer vraiment à l'expulsion manu militari comme ça se fait maintenant. Bon, et ben voilà. Inventaire terminé. Je pense qu'on va pouvoir y aller, messieurs. Toutes les expulsions se terminent de la même manière. Un serrurier change les verrous afin d'empêcher les locataires de retourner dans leur logement après le départ de l'huissier. C'est en exécutant des décisions de justice qui peuvent briser des familles que l'huissier souffre depuis toujours de cette mauvaise image, celle d'une profession ingrate et mal aimée. Bien sûr que j'ai le mauvais rôle. C'est moi l'agent d'exécution, donc j'ai le mauvais rôle. Hein, on va encore nous accuser de tous les maux de la terre. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas moi qui rends les décisions, c'est pas moi qui fais les lois. Je ne suis chargé, de par ma fonction, de les faire exécuter et de les exécuter. C'est la justice qui prend la décision et c'est le bourreau qui tranche la tête. Voilà. L'expulsion aura duré plus de 3 heures. Une question. Vous voulez me dire où vous allez, s'il vous plaît? Non. Non. Je vais chez mon fils. Je vais chez mon fils. Non, parce qu'il faut que je vous dénonce officiellement le procès verbal d'expulsion aujourd'hui. Je vais chez mon fils. Mais oui, mais bon, vous me mettez dehors, d'accord, mais votre travail s'arrêtera là sur le trottoir. Ce matin, c'était la 30e expulsion de l'année pour Maître Ouglan. Retour à Dunkerque. La trêve hivernale avance à grands pas et Jeanne n'a toujours pas trouvé de solution de relogement. Alors les militants de l'association Droit au logement décident de mener une action coup de poing pour éviter la rue à Jeanne. Je me sens vraiment pas bien, mais je tiens par la force de vaincre. Et surtout la rage au ventre de voir où on en est à notre époque. C'est la rage au ventre. Je tiens grâce à ça. Oh, il y a quelqu'un qui va nous recevoir, oui ou non? Allez, on monte, les gars. Non, il n'est pas là, monsieur le Les dirigeants du DAL montent en force et sont finalement reçus par l'adjoint au maire. Ils espèrent régler le cas de Jeanne, mais aussi celui d'Éric. Déjà père de 3 enfants, il vient d'être expulsé avec sa femme enceinte de 7 mois. Moi, j'avais un petit peu de retard de loyer. 2000 €, c'est pas énorme. 2000 € de dette? Voilà. Je me suis arrangé avec le bailleur pour payer, pour pas être expulsé. Il veut pas. Il dit expulsion, c'est expulsion. Ça a été signé par le préfet. Je t'expulse quand même. La mairie ne m'aide pas, l'association ne m'a pas aidé. Je me trouvais dans la rue avec mes enfants. Heureusement, j'ai ma fille qui m'a pris, qu'elle a que 2 chambres seulement déjà. Elle a déjà 3 enfants. Plus nous, grande famille, dans 2 pièces. C'est inadmissible. Donc vous allez être combien, mademoiselle, dans votre appartement? 9 personnes dans un 2 pièces? Oui. Et c'est une situation qui est vivable? Jusqu'à temps qu'il ait un logement. Donc vous attendez beaucoup de ce rendez-vous aujourd'hui à la mairie? Oui. Espérant qu'au moins qu'il y a quand même un peu de cœur, le maire, dire quand même qu'il y a comme 2 familles qui sont à la rue, qui sont là, qui sont présents, et qui lui donnent un logement tout de suite. Qui donnent les clés en main, voilà un logement, mais qu'on n'est pas dans la rue. À la mairie,
C'est Madame Hanon, l'adjoint aux actions sociales, qui reçoit les dirigeants du DAL. Mais face à leurs réclamations, elle affirme être impuissante. C'est vrai, on est dans une impasse, moi je le reconnais. Nous, on ne peut qu'accompagner les gens. On essaie, on veut éviter ces expulsions. Écoutez, moi, je n'ai pas une solution miracle, hein. Après plus d'1 heure de réunion, les représentants du DAL redescendent enfin. Jeanne, Eric et leur famille vont être fixés sur leur sort. Alors, messieurs, dames, j'ai une déclaration à vous faire. C'est que pour les deux familles qui sont en position d'expulsion, la sous-préfecture nous a dit qu'il y avait possibilité d'hébergement. D'hébergement pour madame pour aller à Hasbrook, à 40 km de chez nous. Pour monsieur Murgrave et sa famille, il n'y aurait que simplement la possibilité d'hébergement que de la femme et les 3 enfants. Pas pour monsieur, parce qu'ils n'ont pas de structure pour les couples. Comme par hasard. Est-ce que vous êtes satisfait de cette solution, monsieur, d'être séparé de votre famille? Non. Je ne séparerai jamais ma famille. Jamais. Je reste avec ma famille. Si j'ai pas de solution, je viendrai vivre dans la mairie. Ils vont comprendre ce que c'est. Comment vous réagissez face à ces propositions qui vous ont été faites? Déjà, on fait une proposition qui n'est pas une réelle proposition, puisqu'on veut me faire partir dans une ville qui n'est pas ma ville, qui est à Hasbrook, qui est à 40 km, dans un foyer d'urgence et d'hébergement. Et je ne pense pas que c'est une solution vraiment très intéressante. Aujourd'hui, on ne m'a rien proposé du tout, c'est-à-dire qu'on est encore une fois devant des murs. Bonjour, maître. En quittant la mairie, Jeanne reconnaît son huissier au volant de sa voiture. Elle tente le tout pour le tout et l'interpelle. C'est le concours, j'attends les instructions du client. Vous voyez que le bailleur, c'est lui qui décide. Oui, c'est ce que vous avez dit, oui, je sais, oui. Le mieux, le moins traumatisant, c'est de débriquer. Non, mais le problème, c'est que moi, je croyais quand même passer la trêve hivernale. Moi, j'attends les instructions de la sous-préfecture. S'ils maintiennent avec le client dit on fait. S'ils nous disent c'est peut-être donc on décide. Moi, j'attends mes instructions. Oui, je sais, voilà. Notre métier, mais... je pense que là, les dés sont jetés. Hein. La prochaine fois, ce sera le grand jour. Ce sera, comme on dit, là, le grand départ. Et à ce moment-là, ce sera sans espoir de retour. La détresse financière de Jeanne est loin d'être un cas isolé. En France, presque 2 millions de locataires ne parviennent plus à payer leur loyer. Régulièrement, l'association Emmaüs manifeste pour lutter contre le nombre croissant d'expulsions. Depuis ce matin, 6h du matin, les expulsions sont à nouveau possibles avec l'aide de la force publique. Le nombre d'expulsions augmente à grande vitesse. L'an dernier, il y en a eu 58 000. C'est 20% de plus qu'il y a 2 ans. Face à ce constat, la Fondation Abbé Pierre a décidé de réagir. Elle a lancé en juin dernier une plateforme téléphonique baptisée Allo Prévention Expulsion pour aider les locataires en difficulté et leur apporter des conseils juridiques. Quand on a 70 ans, est-ce qu'on est en droit d'expulser les gens comme ça? Oui, madame, le propriétaire peut effectivement vous expulser. Patrick Boutreling, le délégué général de la Fondation, tire le signal d'alarme. On est parti d'un constat que la crise allait entraîner systématiquement des gens dans le basculement vers des difficultés majeures, c'est-à-dire le fait de perdre un emploi. Il y a maintenant 600 000 chômeurs supplémentaires depuis le début de la crise. Comme on savait que beaucoup de gens avaient des difficultés, étaient juste pour payer les loyers, que ça allait entraîner un accroissement considérable de gens en impayés et donc de procédures d'expulsion. Il y a quelques mois, Christine Boutin, alors ministre du Logement, proposait une circulaire porteuse d'espoir pour les nombreux locataires en difficulté. Il n'y aura pas de remise à la rue sans proposition de remplacement. Quand Madame la ministre dit pas d'expulsion sans relogement, nous on n'y a pas cru. On a envie de dire chiche, mais on savait que c'était pas vrai. On savait que c'était du slogan ou que c'est la méthode Coué. Bien sûr qu'il y a encore des expulsions, bien sûr qu'il n'y a pas d'offres. Et quand on l'a poussé un peu, la ministre, à dire qu'est-ce qu'elle entendait par là, elle a dit, bon, pas à la rue, il faut au moins leur proposer de l'hébergement. Et vous proposez 3 nuits d'hôtel, et après les 3 nuits d'hôtel, qu'est-ce que vous faites? C'est faire miroiter aux gens qu'ils seront pas expulsés sans une offre, et c'est pas vrai. 6h du matin, Dunkerque. Pour Jeanne, c'est le jour J. Dans 2 jours commence la trêve hivernale, mais elle n'en profitera pas. Le DAL a appris par une indiscrétion que l'expulsion aurait lieu aujourd'hui.
Ça va. Un courage, toi, ma puce. Bonjour. Jeanne fait un dernier tour de la maison. Elle a tenu à tout vider pour ne laisser aucun meuble à disposition de l'huissier. J'ai dû vraiment trouver des solutions pour ne serait-ce que rendre un logement à peu près normal, quoi, parce que c'est pas ça en tant que femme seule avec une fille de vider. J'étais vidée à la cuisine, j'ai cassé la cuisine, j'étais la portée à la déchetterie toute seule avec ma fille. Ça a été un peu compliqué. Bon, aujourd'hui j'ai 10 de tension, mais je suis debout et je veux dire que j'ai quand même pensé qu'on allait me laisser un mois ou deux. Les heures passent. Jeanne profite des derniers instants dans sa maison. Dans quelques heures, elle n'aura plus de toit. La loi autorise les huissiers à intervenir pour une expulsion de 6h du matin à 21h. C'est finalement à 11h que l'huissier sonne à la porte de Jeanne. Bon, donc, vous avez débarrassé vos affaires, je crois, il n'y avait plus rien quasiment. Oui, il n'y a plus rien. Après, c'est ça, moi, je ne peux pas être... Voilà. Vous avez une adresse, quelque chose, si je dois vous envoyer après? Je suis sans domicile fixe pour l'instant, mais mon courrier va suivre. Parmi les militants du DAL, seul Alain est présent ce matin pour soutenir Jeanne. Aujourd'hui, face au travail de l'huissier, il avoue son impuissance. Bon, c'est très rapide, en une demi-heure c'est fini. Hein. En une demi-heure, ils veulent pas trop qu'on ameute le public. C'est ça qu'ils essayent de faire passer les expulsions en douceur et puis sans trop de témoins. 11h30, l'expulsion est terminée. L'huissier a récupéré les clés. Désormais, Jeanne est sans domicile. Je peux plus rentrer chez moi, donc j'ai donné les clés, voilà, donc je quitte le logement pour de vrai, voilà. Ce soir, vous dormez? Vous avez un toit? Dans la famille pour l'instant, mais ce n'est que temporaire, une journée ou deux, pas plus, quoi, temporairement. Puis après on avisera, on mettra nos valises dans la voiture et tant que la poubelle tient, on va rouler, peut-être on verra où est-ce qu'on va aboutir, je sais pas. 2 mois plus tard, Jeanne est toujours hébergée par sa famille. Elle se remet lentement du traumatisme de l'expulsion et commence à peine à chercher un nouvel appartement. L'expulsion manu militari, c'est une hérésie. C'est une hérésie économique parce que ça coûtera encore plus cher de payer l'hôtel, de payer le placement d'un enfant dans un établissement. 3 jours d'un seul enfant dans un établissement, ça coûte plus cher que un loyer complet de cette famille dans son logement. Donc on voit bien que c'est une hérésie économique et c'est une hérésie sociétale parce que on est en train de fracasser des familles. On va placer les enfants, on va éventuellement séparer le couple parce que la structure d'hébergement, et puis on va donner l'image à des enfants de parents qui ne font pas leur principale mission qui est de les protéger. Et un enfant qui a été expulsé avec sa famille, il en veut toujours à ses parents. En 2008, plus de 11 000 personnes ont été expulsées manu militari de leur logement. Et avec la crise économique, les chiffres pour 2009 sont pressentis à la hausse. On constate une recrudescence certaine des impayés de loyer et pour des sommes de plus en plus conséquentes. C'est là que l'on s'aperçoit que la société se paupérise parce que, en règle générale, pour quelqu'un de normalement constitué, ne pas payer les loyers, c'est s'exposer à plus ou moins brève échéance à une expulsion. Et tout être humain qui se retrouve dans la rue sans toit sera difficile à sauver, entre guillemets. Maître Ouglan a 69 ans et plus de 40 ans de métier. Saisi, expulsion, conflit de voisinage, il a dû affronter toutes les situations, des plus révoltantes aux plus délicates. Confronté à des situations difficiles, vous savez, c'est malheureusement presque notre pain quotidien. Situation agressive, oui. Violence avec coups, oui, à 3 reprises. Son plus mauvais souvenir date d'il y a 10 ans, et nos caméras étaient déjà présentes. Ce jour-là, Maître Ouglan s'apprête à procéder à la dernière saisie de la journée, chez un jeune père de famille. Une intervention banale. La suite, il ne l'oubliera jamais. Maintenant, je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites. Je vous l'ai dit. Vous êtes content? Je me flingue. C'est la dernière des limites. Vous voulez pas comprendre?
Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Vous vous en foutez des anniversaires, des Noëls qu'on passe. Vous savez pas si mes enfants ont des cadeaux à Noël. Non, ils ont rien, comme c'est un bol de chocolat qu'ils mangent. C'est une honte. C'est une honte. Je m'en fous, il est chargé. Il est chargé, je viens de désarmer. J'ai plus qu'à tirer. Ce jour-là, Maître Ouglan s'apprête à procéder à la dernière saisie de la journée, chez un jeune père de famille. Une intervention banale. La suite, il ne l'oubliera jamais. Maintenant, je me flingue. Je me flingue. Vous pouvez filmer, je me flingue. C'est la dernière des limites, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. T'es content? Je me flingue. C'est la dernière des limites, tu vois? Jamais on est venu nous aider. Jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Jamais. Jamais on m'a donné un centime. Jamais. Je me suis toujours démerdé. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je travaillais gratuitement depuis 2 mois. Vous ne travaillez pas Si. Depuis 2 mois, toujours je suis dans la merde. Toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas. Alors ça va vos conneries. Ça va. Allons, arrête tes bêtises. Pourquoi vous faites ça? Si, parce que vous voulez pas comprendre. Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Si, c'est vrai. Vous vous en foutez des anniversaires, les Noëls qu'on passe. Vous savez pas si mes enfants ont des cadeaux à Noël. Non, ils ont rien, comme c'est un bol de chocolat qu'ils mangent. Hein? Mais ça, vous en avez rien à foutre, vous en foutez. Hein, ça y en a pour 200 balles, une télé à 200 balles, je dois 2000 balles. Ils vont me piquer une malheureuse télé empêcher mes enfants de regarder la télévision. C'est une honte. C'est une honte. Je m'en fous, il est chargé. Il est chargé, je viens de désarmer. J'ai plus qu'à tirer. C'était une personne que je connaissais, qui habitait pas très loin d'ici, que j'avais, je dirais pas que j'allais voir quotidiennement, non, mais que je connaissais, et qui a éclaté. Mais ça fait plus d'1 an que je suis dans la merde et que j'essaye de m'en sortir, que j'ai arrêté mon entreprise, que je l'ai repris parce que je trouvais pas de boulot, parce que je veux pas profiter du RMI. Ça, c'est vrai, il a monté son entreprise, hein. J'essaie de m'en sortir comme je peux. J'ai même du mal à payer mes charges. Mais j'essaye, je vais jusqu'au bout pour que mes gamins aient un bol de soupe le soir pour manger. Bon alors écoutez-moi. J'ai un déclic aussitôt, c'était de dialoguer pour arriver à la conciliation et l'empêcher à tout prix de commettre l'irréparable. Le maître Ouglan, c'est bien vous? C'est moi le maître Ouglan. Alors? Eh ben alors quoi? Le maître Ouglan, il n'a pas tous les pouvoirs. Le maître Ouglan, il est triple. Mais le maître Ouglan, il peut répondre. Je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, monsieur, je peux parler? Oui. Bon, ben alors comment on a discuté, on a ouvert le dialogue, on a expliqué, on est rentré, on a mis les enfants, on a exposé, mais attendez, ne faites, c'est pas un geste de désespoir, c'est pas une catastrophe. J'ai dialogué, quoi, et on a réussi à le raisonner, à le désarmer. Tant que vous aurez un dialogue, que ce soit épistolaire, que ce soit verbal, que ce soit téléphonique, avec un huissier qui vous poursuit, vous aurez toujours, je dis bien toujours, une possibilité de trouver l'accord. Maintenant, quand vous parlez à un mur, il vous répond? Ah ben non. Bon, et ben voilà. D'accord? Bon, allez, percepteur. Allez, d'accord. Merci, maître. Hein. Au revoir. Au revoir. Tout le monde s'est calmé. C'est bien. Non, d'accord. Allez, au revoir. Vous auriez pu... Notre métier est beaucoup plus difficile à exercer maintenant qu'il y a 40 ans, 30 ans ou même 20 ans. L'explication demeure très simple. La situation économique, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. La paupérisation galopante de la société me fait penser que nous pourrons traverser des jours très très difficiles. Saisir les biens d'un particulier pour rembourser ses dettes, c'est sans doute l'aspect le plus difficile du métier d'huissier, et ce qui lui vaut d'être l'une des professions les plus impopulaires. Aujourd'hui, Maître Lemarec part justement en tournée de saisie immobilière. Il y a un peu de crédit à la consommation, il y a des crédits particuliers contre particuliers, il y a également des dossiers pour des banques. Quand il s'agit d'aller chez des particuliers, les huissiers ne partent jamais seuls pour éviter tout problème. Bonjour. Ça va bien? Bonjour.
Donc, nous avons là le serrurier qui est toujours là pour les ouvertures. Quand il y a une ouverture forcée, il y a toujours le serrurier. Et également les deux témoins légaux qui doivent être là quand l'huissier procède à une ouverture forcée d'une porte. Donc, les tournées de saisie se font toujours avec le serrurier et deux témoins. Allez hop, on y va. Les témoins sont des personnes de confiance, souvent à la retraite. Des policiers, par exemple. Ils sont payés 6,60 € par intervention. Leur rôle ? Garantir le bon déroulement des opérations. Car en l'absence du client, l'huissier peut pénétrer dans les appartements et réaliser tout seul son inventaire. Première étape, une épicerie. Alors là, il s'agit de quoi? Alors là, il s'agit d'un dossier en particulier. Et là, le créancier, c'est une banque. Et ce monsieur est débiteur de quasiment 55 000 €. Donc à partir du moment où les gens sont condamnés à payer, ils savent bien que de toute façon, un jour ou l'autre, s'ils ne payent pas, il va y avoir l'huissier qui va venir. Oui. Vous pouvez m'ouvrir? Je suis son fils. Vous êtes son fils, il est là, monsieur? Non, il est pas là maintenant. Il est pas là? Oui. Il est pas là? Non. Je peux juste rentrer un petit instant? Pourquoi? Je suis huissier, maître Le Marais, je voudrais... Ah, vous êtes... Madame! Bon, voilà, maman, c'est parfait. Il faut que je rentre, on va parler un petit peu. Première surprise, l'épicerie a disparu. À la place, le gérant a visiblement installé une laverie avec du matériel flambant neuf. Une aubaine pour notre huissier. Donc il est en train de monter une laverie, là, votre père? Ouais. D'accord. C'est pourquoi la feuille là? C'est un PV de saisie que je vais vous remettre. C'est quoi un PV de saisie, ça? Votre père a une dette, donc je fais ce qu'on appelle une saisie, c'est-à-dire un inventaire de ce qu'il a dans les locaux. Alors ça, oui, ce sont des... Si ça lui appartient en propre, oui, effectivement. Ce sont des mobiliers, enfin des appareils de machines à laver, de laverie qui valent quelque chose, tout à fait. Puis en plus, c'est du matériel neuf. Alors moi, je peux pas vous laisser rien faire. Faut venir prendre rendez-vous avec lui. Non, je prends pas rendez-vous avec lui. Vous avez pas le droit quand même. Si, bien sûr, j'ai le droit, monsieur. Donne-moi une feuille ou quelque chose. Mais je vais vous laisser ça, je vous dis. Non, vous ne laissez rien du tout. Sortez, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Les factures sont avec le nom de... Alors, montrez-moi les Non, factures. monsieur. Montrez-moi les factures. Montrez-moi les factures. Ouais. Vous rentrez comme ça. Comme ça. C'est pas la police, monsieur. Non, je suis l'huissier. Et vous n'avez pas le droit de venir ici sans un rendez-vous. Allez, vas-y. Non, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Arrêtez de me raconter. Arrêtez de me raconter. Attends, j'appelle. Où sont les témoins là? Les témoins, vous venez s'il vous plaît? Tout le monde rentre ici. Bah vous restez là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Bah il vient, il rentre comme ça, sans rendez-vous, sans rien du tout. J'ai pas à prendre rendez-vous, monsieur. Votre père, il a une dette de 55 000 €, il a eu un commandement de payer il y a 2 mois, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de règlement. Ok. Là, vous pouvez parler avec lui. Oui, bon, non, mais vous m'expliquez mon métier. Vous m'expliquez mon métier. Alors vous me dites que ça lui appartient pas, vous m'en justifiez pas. Vous l'appelez, vous lui téléphonez, vous pouvez pas lui téléphoner. Vous me justifierez plus tard que c'est pas à lui et je vous ferai une main levée de la saisie. Ce genre de réaction, vous êtes rodé maintenant? Oui. Ça peut appartenir à madame ou bon, mais c'est très facile de dire. Ah, ça m'appartient pas, ça m'appartient pas. Très simple. Bon, je ne vais pas partir simplement parce qu'on me dit que ça m'appartient pas. Il faut en justifier. Le matériel a été inventorié. Le procès verbal est à présent terminé. Ils envoient le justificatif maintenant. Bah, écoutez, aujourd'hui, ça c'est saisi. Maintenant, si vous me justifiez que tout ça n'appartient pas à monsieur, on fera une main levée de la saisie. C'est-à-dire qu'on... Vous comprenez une main levée, ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous levez ça. Voilà, exactement. Au revoir, jeune homme. Au revoir, madame. Il est difficile dans une situation comme celle-ci de garder son calme. Ah bah oui, là, j'ai aucune difficulté à garder mon calme. Que le fils tempête. Le fils, il n'a pas fait une maîtrise en droit, donc il imagine que j'ai pas le droit de venir, je dois prendre un rendez-vous. Bon, c'est pas... voilà, oui, non, c'est pas très compliqué de garder son calme dans cette situation. Et après une journée comme celle-ci, vous rentrez chez vous, vous êtes éreinté? Si je continue à travailler, à être huissier, peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans, après une journée comme ça, je serai peut-être un peu plus fatigué, mais pour l'instant, ça va.
Voilà, mais je serai peut-être pas huissier dans 20 ans. Nous retrouvons Maître Houglan près de Perpignan. Ce matin, l'huissier se rend dans un petit village au pied des Pyrénées. Il y a un mois, dans cet immeuble HLM, il a procédé à une expulsion un peu particulière. Le locataire avait déjà quitté les lieux, mais l'appartement n'était pas vraiment vide. Voilà. Racontez-nous un petit peu où on est là. Alors là, vous êtes dans un appartement qui a été, je dirais, lâchement abandonné par son occupante, pour lequel nous avons procédé à l'expulsion au mois d'août. Je viens d'obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de dégager ces cochonneries. Je vous rassure, vous faites le tour, l'appartement est partout pareil, pour nous permettre de le remettre en état et de restituer aux propriétaires les clés du logement. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes venu pourquoi exactement? Alors aujourd'hui, je suis venu pour jauger un petit peu, du matériel dont je vais avoir besoin pour vider les lieux. Ceci pour vous montrer quand même que tous les expulsés ne sont pas des victimes. Parce qu'on a beau être pauvre, il y a un minimum, à mon sens, il y a un minimum de décence pour un appartement. Est-ce que vous pensez que des gens qui vont être expulsés, qui en ont conscience, de rage de l'expulsion et de la venue de l'huissier, font exprès de oui. ravager un appartement? Ravager un appartement, disons détériorer, je ne dis pas dire ravager, c'est un terme excessif, mais détériorer volontairement un appartement quand on sait qu'on est à la merci d'une expulsion très brève, ça se rencontre. Alors ça vous fait mal au cœur de découvrir un appartement dans un tel état? Ça m'écoeure, ça me fait pas mal au cœur, ça m'écoeure. Quand on compte et quand on voit le nombre de gens qui attendent à être relogés dans des logements sociaux parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pécuniaires pour aller ailleurs, ça m'écoeure parce que c'est lamentable, c'est du gâchis et ça m'horripile. Donc je vous dis, on a le droit d'être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale à ce niveau. Maître Houglan, est-ce que vous avez des informations sur la famille qui vivait ici? C'était une jeune femme, célibataire a priori, d'une trentaine d'années. Alors, quand vous voyez l'état, elle devait être fâchée avec le balai et le reste. Où vont aller tous ces biens? À votre avis, vous appelez ça des biens, vous? Moi j'appelle ça des ruines. Des ruines et des détritus. Eh bien ils vont aller tout simplement à la décharge publique. Mais encore à la charge du propriétaire, une fois de plus. Voilà. Allez un peu. Vous sentez l'odeur? Vous croyez que c'est normal? Je sais bien que dans la quasi-totalité des cas, c'est une horreur de procéder à l'expulsion. Mais dans ces cas-là, l'horreur, c'est pas l'expulsion, c'est l'état de l'appartement. Et ça sera ma conclusion. Paris, 18e arrondissement, fin octobre. À quelques jours de la trêve hivernale, pour les huissiers, c'est le sprint aux expulsions. Accompagné des forces de police et d'un serrurier comme l'exige la loi, Maître Lemarec expulse aujourd'hui une famille qui ne paye plus son loyer depuis 2 ans. La dette dépasse les 20 000 €. Bonjour monsieur. On va rentrer monsieur, on va vous expliquer. Voilà, on va procéder à l'expulsion d'appartement monsieur. Vous êtes au courant de la procédure d'expulsion là? Je peux partir chez les verts, monsieur. Si vous êtes obligé, monsieur, ça va être... Non. Il faut que vous preniez là des affaires, le maximum d'affaires, des vêtements, des médicaments si vous en avez, tous vos papiers d'identité. C'est invalide en plus. Vous allez aller aux services sociaux. Là. Invalidité, froid, l'homme brandit ses arguments pour tenter d'amadouer l'huissier. Mais pour Maître Lemarec, cet appartement doit être libéré. Il ne veut pas partir. Mais s'il refuse toujours de quitter les lieux, il va falloir que la police le fasse sortir. De force? De force. Est-ce que humainement, c'est pas un petit peu limite? Écoutez, il y a quelqu'un qui est propriétaire de cet appartement et qui vit peut-être des loyers. Humainement, on les met dehors, c'est difficile, mais humainement, est-ce qu'on a le droit de laisser un propriétaire qui jouit d'un droit de propriété avoir un locataire qui est chez lui et qui loge gratuitement? Après, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'on doit loger les gens gratuitement? Mais bon. Le locataire comprend qu'il n'a pas le choix. Il prépare le nécessaire vital,
des médicaments, des vêtements, ses papiers d'identité, mais il n'a pas dit son dernier mot. Vous allez directement là-bas et vous serez logé là-bas. Attention, monsieur, qu'on soit bien clair. Si vous réintégrez, ça redevient un délit. C'est mieux que je rentre en prison, c'est mieux que je dors dehors. Là, vous avez une adresse, monsieur. Est-ce qu'il arrive que des gens réintègrent l'appartement une fois expulsés? Oui, il arrive que des gens se réintègrent. Comme ce que ce monsieur vient de dire, il dit je reviendrai ce soir. Ça signifie qu'ils reviennent, ils cassent la porte et ils rentrent. C'est une violation de domicile, il n'est plus chez lui à ce moment-là. Hein, parce qu'au jour de l'expulsion, aujourd'hui, c'est terminé le domicile, c'est plus le domicile du locataire, c'est terminé. La procédure d'expulsion est une opération longue et très onéreuse. Souvent, ça décourage les propriétaires de relouer, premièrement, ou ça leur donne envie de vendre. Hein. Et alors, ça coûte combien, propriétaire, de procéder à une expulsion? Entre les frais d'avocat et les frais d'huissier, c'est facilement 3 000 à 4 000 euros. Hein. Le propriétaire n'est pas forcément une compagnie d'assurance, une banque ou un propriétaire qui a 10 immeubles dans Paris. Ça peut être votre grand-père qui a économisé toute sa vie et qui s'est constitué un petit patrimoine immobilier qui est un 2 pièces dans Paris et il a besoin de ça pour vivre. Tenez, ça c'est le PV d'expulsion que je vous laisse. Donc ça, vous le gardez précieusement, vous ne le perdez pas. Vous allez aller où là maintenant? Je vais aller en prison aujourd'hui. Je vais faire un connerie. Et tout le monde dit ça. Je vais faire un grand connerie. Écoutez, premièrement, vous avez un relogement, monsieur. Vous avez entendu? Vous avez un relogement. Vous entendez, monsieur? Deuxièmement, si vous rentrez, c'est pénal. Vous terminez. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous préviens, 1, vous avez un logement. 2, si vous réintégrez, et on va le savoir très rapidement parce qu'on va faire poser une porte, on le saura et moi je vais surveiller. Donc la police reviendra et là vous partez pas dans les mêmes conditions. C'est pénal, c'est une voie de fait. Vous allez en garde à vue. Non mais je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez. L'huissier a libéré l'appartement, changé les serrures et récupéré les clés. Prochaine étape, dans les beaux quartiers de la capitale. Maître Lemarec fait son rapport à la société qui gère l'appartement. Il n'est pas commode notre gars là. Hein. Ouais. Il veut revenir, il fait extrêmement froid donc il veut pas dormir dehors. Donc il veut revenir, hein, il veut casser la porte. La gérante de l'appartement est soulagée d'avoir récupéré les clés. Pour elle, c'est la fin d'un long cauchemar. C'est une procédure qui dure à peu près depuis 3 ans, sans pour le propriétaire de perception de loyer. Nous sommes à peu près à 22 000 euros. 22 000 euros de dette? De dette, oui. Donc un manque à gagner de perception, à savoir que le propriétaire, en contrepartie, pendant tout ce temps-là, doit payer la taxe foncière, les charges du syndic, puisque il est directement redevable vis-à-vis du syndic. Maître Lemarec a réussi à convaincre la gérante d'installer une porte blindée pour éviter un éventuel squat. Quant au locataire expulsé, nous l'avons retrouvé. Les services sociaux lui ont trouvé un hébergement d'urgence dans ce petit hôtel. Quelques heures plus tôt, il habitait un F3. Désormais, il loge dans une chambre de 9 mètres carrés, sans toilette. Voilà. C'est pas mal. Je vais aller chercher mes valises et je reste ici. Ça vous convient? C'est petit, mais c'est mieux que je reste dans la rue. C'est mieux que rien. Je dors. Vous êtes ému? Ben oui. Pourquoi, monsieur? Ça fait la peine. Parce que j'étais chez moi, en grande maison. Maintenant, je suis dans la rue. C'est l'hôtel. J'arrive pas à parler. Et comment vous l'avez vécu ce matin, l'expulsion, monsieur? J'étais choqué. J'ai la haine. J'étais bouleversé. L'homme est dans cet hôtel pour 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles il est censé trouver un autre logement. Ici, les chambres sont à 40 € la nuit, payées par le contribuable.
Contrairement aux idées reçues, même de très petites dettes peuvent vous valoir la visite d'un huissier. Et chaque année en France, 7 millions de contraventions sont dressées pour des problèmes de stationnement. Ces PV représentent une manne considérable pour l'État, près de 300 millions d'euros. Et pour ceux qui, lors des dernières élections, pariaient sur la traditionnelle loi d'amnistie, ils ont vite déchanté. Cette amnistie, comme ce droit de grâce, donne à chaque fois l'objet à des polémiques. Donc si un jour, je devais avoir des responsabilités, l'une des premières choses que je ferais, c'est de supprimer le droit de grâce et l'amnistie. Et quand vous ne payez pas vos contraventions, l'État n'hésite plus à envoyer les huissiers réclamer son dû. Ce matin, c'est le travail de maître David Buzy, 34 ans, huissier à Paris. C'est des contraventions qui sont d'un petit montant, puisqu'il y a généralement du stationnement, mais qui ont été majorées. Et avec les frais de procédure, on arrive en général à des sommes variant entre 300 et 800 euros. Tous les trimestres, maître Buzy reçoit environ 250 dossiers de contravention émanant du Trésor public. Premier rendez-vous ce matin dans le 20e arrondissement. Maître Buzy se renseigne auprès du gardien de l'immeuble. Je vais chez... Vous êtes Buzy, huissier, je suis un huissier. Il y en a une, mais ici, il y a un autre huissier qui est savoir vous. C'est vrai? Oui. Depuis quand? Ils sont passés lundi matin. Maître Buzy. Expulsé? Expulsé, oui. Et c'est un comble. Son débiteur ne paiera pas le PV. Il a déjà été expulsé par un confrère. Suite de la tournée, dans l'immeuble d'à côté. Alors là, je me renseigne directement auprès du tableau des occupants. Et je préfère pas sonner à l'interphone et monter directement à l'étage et à l'appartement. Je préfère avoir l'effet de surprise et plutôt que de m'annoncer en tant que huissier en bas à l'interphone. Et vous avez peur qu'on ne vous ouvre pas? Voilà. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Buzy, huissier. J'ai un nom du Trésor public. Vous rentrez? Bonjour madame. Vous êtes au courant? Je viens pour les contraventions. Vous pouvez me régler quelque chose aujourd'hui ou pas? Je n'ai pas, monsieur. J'ai le truc, j'ai 900 euros, je n'ai pas. Même un petit acompte? Hein? Même un petit acompte? Je n'ai pas, je t'ai dit. Donc, je suis obligé de faire la saisie. Hein. Le meuble living, le poste de radio, les 2 tapis, les 2 banquettes marocaines, le meuble télé, le lumière sur pied, le téléviseur. Oui, la dette pour 800 euros, c'est facilement recouvrable. Vous laissez le procès verbal, hein? Je dois aller demain absolument, je dois 50 euros. Voilà, vous payez tous les mois 50 euros et on arrivera jusqu'à l'extinction de la dette comme ça. Ok? Allez, merci, au revoir monsieur. Le but, il n'est pas bien sûr d'envoyer ensuite le commissaire-priseur et d'enlever le mobilier et de le vendre aux enchères. Le but, il est de trouver un accord et un échéancier de paiement pour au moins arriver à quelque chose. La tournée se poursuit. Dans cet immeuble, c'est la sœur d'un débiteur qui va recevoir maître Buzy. Le montant des contraventions atteint 387 euros. Bonjour madame, vous savez pourquoi je viens? Non, c'est pourquoi? Pour les contraventions. Oui. Pour la voiture. Oui. Puis il y en a un paquet, hein. Il est où le frère, madame? Vous allez faire les traces de clés. D'accord, excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est à qui l'appartement ici? Mais c'est à lui. D'accord. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de garantir la créance à titre conservatoire, c'est-à-dire que je fais un procès verbal de saisie du mobilier. Bah, moi, je peux pas vous laisser entrer et faire ça alors qu'il n'est pas là. C'est la 2e fois que je passe. Et la prochaine fois, si je repasse, c'est... J'ouvre la porte avec un serrurier, je fais des dégâts, que vous soyez là ou pas là. Là, je soupçonne en fait la mauvaise foi parce que je pense que son frère devait être au courant que je passais aujourd'hui. Et a demandé à sa sœur de rester dans l'appartement, exprès pour éviter éventuellement une ouverture forcée de la porte. Est-ce que vous avez pu jeter un œil sur le mobilier? Vite fait, en un coup d'œil, on avait quand même de la hi-fi assez haut de gamme. Un beau salon, une belle table basse, un beau meuble living également. Donc il n'y aura pas également de procès verbal de carence sur ce type de mobilier. La saisie pourra être faite. Changement de décor, direction la Côte d'Azur. Maître Franck détient l'une des plus grosses études de Nice. Véritable chef d'entreprise, il dirige 18 salariés. Épaulé par 2 associés, il réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je vais en faire une
cinquantaine environ aujourd'hui. Cinquantaine de domiciles aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être une délivrance d'actes. Donc voilà, mon collaborateur, mon clerc significateur va se rendre donc aujourd'hui au domicile des gens, leur remettre les différents actes qui leur sont destinés. Donc vous avez entendu, il a à peu près une cinquantaine de domiciles à faire dans la journée. C'est, on va dire, à peu près son pas quotidien. Hein. En tout cas, votre activité de huissier ne connaît pas la crise. Notre activité d'huissier ne connaît pas la crise. Disons que oui, effectivement, on est peut-être un petit peu mieux protégé que d'autres ne l'ont été, que d'autres professions. Hein. Premier rendez-vous de la journée, Maître Franck doit réaliser une saisie avant expulsion. Alors, Maître Franck, qu'allez-vous faire là ce matin ? Ce matin, nous rejoignons un de mes associés, Maître Bretodeau, qui doit normalement faire une exécution forcée donc à un domicile d'un locataire qui est en impayé de loyer et qui n'a pas réagi à nos différentes relances. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes avec témoins et serruriers pour faire le point un petit peu de l'appartement tel qu'il se présente, procéder à la saisie-vente donc du mobilier et essayer ainsi de parvenir à un recouvrement ou tout au moins à stimuler la personne pour qu'elle réagisse. L'intervention est menée en duo avec Maître Bretodeau, l'associé de Maître Franck. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ils ouvriront la porte de force. Ça arrive. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Au bruit, à l'habitude. Ça résonne. Un bruit de résonance. C'est la sonnette qui résonne ? Pardon ? C'est la sonnette qui résonne ? Oui, c'est le bruit qui fait la sonnette à l'intérieur et la façon dont se répercute le bruit à l'intérieur. La dette du locataire s'élève aujourd'hui à 14 000 €. Un jugement le condamne à régler ses loyers impayés. C'est bon, l'appartement est inoccupé, manifestement abandonné, donc on va procéder au changement de la serrure. François ? Lorsque les huissiers débarquent au domicile des locataires, ils ne sont jamais à l'abri des surprises, parfois même macabres. On a ouvert un appartement, la personne était allongée dans le couloir, sec depuis un an, avec une arme sur le côté, donc on a appelé la police tout de suite en fait. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Sauf le plus qui m'a marqué, c'est le pendu. Racontez-moi, c'était comment ? J'ai ouvert et le type était pendu, il était allongé quoi. Juste derrière la porte ? Non, dans le salon. Oui, ça fait quelque chose quand même. J'ai trouvé une personne qui baignait dans son sang le jour de l'expulsion. On était ensemble ? On était ensemble, tout à fait, oui. Donc on est intervenu avec la police pour une expulsion locative. On a entendu des gémissements depuis le couloir. Heureusement, on est arrivé à temps. On a frappé. Personne n'ouvrait. Donc on a forcé la porte. Et l'occupant, qui était seul, c'était une personne un peu âgée, un peu volumineuse, qui était allongée par terre derrière la porte et qui baignait dans son sang. Et il ne pouvait pas bouger. Et ça faisait 2 jours qu'il était allongé comme ça. Impossibilité de se relever, de téléphoner. Donc si on n'était pas intervenu, il est possible que cette personne serait décédée. Donc l'expulsion lui a sauvé la vie ? Tout à fait, exactement, pour une fois. Pour son prochain rendez-vous, Maître Franck est attendu pour un constat dans un hôtel-restaurant, ou plutôt ce qu'il en reste. Alors là, nous retournons donc dans un établissement où je suis déjà venu, qui est un hôtel-restaurant où le plafond s'est effondré, heureusement sans victime. Nous avons donc déjà fait des premières compensations qui ont permis de procéder à l'évacuation des gravats, mise en sécurité de l'immeuble, avec un étayage important que vous verrez. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire un prélèvement sur la poutre principale qui semble être à l'origine de l'effondrement. Il y a quelques semaines, ce restaurant aurait pu être le lieu d'une véritable tragédie. Monsieur Bordeaux, bonjour. Bien, on va donc pouvoir procéder au prélèvement prévu. La poutre principale au plafond s'est écroulée au milieu du restaurant, entraînant avec elle le plancher du premier étage de l'hôtel. L'effondrement a eu lieu après le service de midi. L'hôtel et le restaurant étaient miraculeusement vides. Vous avez une idée de ce qui a provoqué l'effondrement de la poutre ? Non, parce que techniquement, j'en ai pas les capacités, mais bon, on voit effectivement ici le point de rupture de la poutre. On voit effectivement qu'elle est fortement détériorée et dégradée. Alors, il y a quelques suspicions qui m'ont été indiquées par les experts déjà, c'est qu'elle se trouve juste sous une évacuation d'eau usée et une alimentation en eau de la salle de bain de l'étage supérieur. On peut penser qu'il y a peut-être eu des fuites intérieures à la cloison qui n'ont pas été visibles, donc, et qui au fur et à mesure du temps, ont rongé cette poutre.
L'expert sur place récupère plusieurs morceaux de la poutre afin de les analyser en laboratoire et tenter de déterminer la raison de l'effondrement. Ah oui, effectivement, c'est spongieux là. Là, on voit déjà des petits trous, des petits orifices qui sont symptomatiques de la présence de termites ou autres bestioles de ce genre. Emballé, c'est pesé, l'huissier ne quitte pas des yeux les échantillons de la poutre. Votre rôle est de constater que tout est fait dans les règles de l'art, c'est ça ? D'une part, mais surtout de pouvoir certifier que les morceaux, les éléments qui partent à l'analyse sont bien ceux qui proviennent du sinistre et qu'il ne peut pas y avoir de substitution entre les deux et que personne ne puisse faire. Alors comme c'est monsieur lui-même qui interviendra sur les analyses, il ne va bien évidemment pas y avoir de risque de substitution. Donc justement, le constat est nécessaire sur place et puis après. Alors madame, est-ce que vous étiez là quand la poutre est tombée ? Oui, j'étais là. Et qui avait dans l'hôtel exactement ? Il y avait moi. Il n'y avait pas de clients ? Non. Ni dans les chambres là-haut ? Non, il n'y avait personne. Il y avait que moi. Je crois que j'étais tombé le ciel sur la tête. Et puis j'ai vu la fumée qui est revenue par là, j'ai sorti. Vous avez peur ? Ah ben oui. Qui c'est qui n'aurait pas eu peur ? C'est un préjudice pour vous ? Mais tiens, c'est mon gagne-pain. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà, c'est ça le problème. Les résultats de l'expertise peuvent prendre plusieurs semaines. Pendant ce temps, l'hôtel-restaurant reste fermé et la propriétaire n'a aucune source de revenus en attendant le verdict des assurances. L'expertise d'aujourd'hui permettra de déterminer les responsabilités éventuelles et par répercussion les compagnies d'assurance concernées par la remise en état. Dans un instant, vous découvrirez comment les huissiers peuvent se glisser dans la peau d'un commissaire-priseur et vendre des voitures sur le trottoir. Au téléphone là-bas, 1700 une fois, 1700 deux fois, le problème, adjugé 1700. Vous verrez aussi comment un huissier peut déraper et détourner les fonds de ses débiteurs jusqu'à 1 million d'euros. Les gens ne cessaient de payer. Lorsqu'on était abonné chez cet huissier, on y était à vie. Beaulieu-sur-Mer, à quelques kilomètres de Nice, une salle des ventes. Il y a des petites bouteilles de whisky mises à prix 10 €. Allez, 10 €. 10. Preneur, 10. 12. 12. 15. 18 alors. 18. 22. Une fois, deux fois, trois fois. 22 au 13. Aux manettes, Maître Franck. Chaque samedi, il est le maître de cérémonie. Expulsion, constat, saisie. Vous allez voir que ce ne sont pas les seules missions des huissiers. C'est moins connu. Ils peuvent aussi animer des ventes aux enchères. 12, adjugé 20 au 12. Un huissier de justice est commissaire-priseur de droit, mais il ne peut exercer cette activité que dans les communes où il n'y a pas de commissaire-priseur installé. Ce qui est le cas ici, puisque nous sommes à Beaulieu-sur-Mer. Il n'y a pas de commissaire-priseur, donc un huissier de justice, quel qu'il soit, moi comme tout autre de mes confrères, nous pouvons exercer cette fonction. Je vous rappelle juste rapidement que les biens qui sont là sont également des biens qui proviennent d'une procédure de saisie suite à une liquidation judiciaire. Les premiers lots mis en vente proviennent d'une saisie réalisée chez un épicier surendetté. Retour un mois plus tôt. Ce jour-là, Maître Franck procède à la liquidation judiciaire d'une épicerie. Le gérant, en difficulté de paiement, a quitté les lieux quelques semaines plus tôt sans laisser d'adresse. La mission de l'huissier niçois, saisir tout ce qui pourrait être revendu aux enchères. Et vous pensez pouvoir récupérer beaucoup de cette saisie ? Oui, parce que bon, il y a les armoires réfrigérées, il y a à peu près le volume de stock, j'ai déjà un petit peu fait une mesure. Je pense que c'est un dossier dans lequel on devait pouvoir prendre entre 5 et 10 000 € d'adjudication. Oui. Les déménageurs préparent des cartons avec les boissons et le matériel d'exposition. Direction, la salle des ventes. Le lait, la crème, le fromage, voilà, tout ça vous enlevez. Quant aux biens périssables, l'huissier joue les Pères Noël. En bon samaritain, il les distribue aux passants. C'est des denrées périssables, elles allaient à la poubelle. Moi, je me vois pas jeter, alors qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui ont besoin de manger, même si ce sont des petites choses. Vous avez vu cette petite fille, elle n'a jamais vu autant de bonbons de sa vie. Alors, elle se retrouve avec une boîte de bonbons, comme ses parents ne pourront jamais lui en offrir. Donc c'est à bonheur, effectivement, quelque part, une belle compensation, en tous les cas, de pouvoir lui la donner. Retour à la salle des ventes. Il s'agit de ce carton avec essentiellement des petites bouteilles vertes de bière et de vodka.
mise à prix 10 honneur. 10, 12, 15, 18, 20, 25 fois. 28. 28, salut. Une fois, 28 deux fois, 28 trois fois. 28 aux 2. Vous pensez que ça vous aurait coûté plus cher en magasin? Non, c'est pas... C'est le plaisir des enchères. Voilà, c'est le... On remplit le frigo, la cave, tout ça, donc... Maître Franck, Oui. alors la saisie de l'épicerie a rapporté combien aujourd'hui? Eh bien, on va demander ça à notre secrétariat professionnel. Combien avons-nous fait à votre avis? 2390 €. 2390 €, donc sur les produits de l'épicerie. Voilà. L'huissier est déçu. La somme est bien inférieure aux 10 000 € qu'il espérait encaisser pour rembourser une partie de la dette. Suite des enchères sur le trottoir. Je vous rappelle que les biens qui vous sont proposés donc aujourd'hui dans cette partie d'adjudication, ce sont uniquement des véhicules, s'il vous plaît, ce sont uniquement des véhicules automobiles qui vous sont tous proposés dans le cadre de procédures de saisie. Les biens vous sont adjugés dans l'état où ils se trouvent sans autre forme de garantie que leur existence telle que vous pouvez les voir. Alors, Peugeot Partenaire, véhicule de juillet 2003. Et on le commence. On peut. Pareil, allez 1000 €. Comment 1000? C'est pas le prix des pneus. 1100, c'est devant. Allez, 1100 là-bas. 1100 une fois. 1200. Allez, on se dépêche s'il vous plaît au téléphone là-bas. 1600. 1700 c'est monsieur alors. Allez, 1700 une fois, 1700 deux fois. Plus de problème. Adjugé 1700. C'est important d'aller vite, Maître Franck? Les gens, ça les stimule davantage quand ça va vite, ça peut monter plus vite que si on leur donne trop le temps de... Cette voiture, un modèle extrêmement récent, elle coûte 8200 € et nous allons la commencer à 5000 €. En plus du prix de la voiture, il faudra ajouter 14% correspondant aux frais d'huissier. Je rappelle qu'elle coûte 8500. Un petit effort pour les 7000. Personne ne couvre cette enchère à 6900. Mais vous êtes venu pourquoi alors aujourd'hui? Pour les boissons. Pour les boissons? Allez, 6900. Adjugé. Très belle affaire parce que celle-ci je la connais particulièrement bien et je peux vous garantir c'est une 16 soupape, donc c'est un véhicule haut de gamme, totalement équipé, climatisation et tout, c'est un très beau véhicule. Ouais. Et pourquoi vous la connaissez particulièrement bien? Parce que j'ai eu l'occasion de la saisir, de l'enlever et de la conduire. Les huissiers font partie des professions aux revenus très confortables. Leur salaire moyen atteint les 7 000 € net mensuels. Mais pour certains, cela ne suffit pas. Dans l'Est de la France, un huissier est au cœur d'un scandale financier. Il est accusé d'avoir détourné plus d'1 million d'euros, grâce à un système bien rodé. À l'époque, Mariette Moreau-Laporte est claire dans une étude concurrente. J'étais amenée à me rendre chez les débiteurs et nous avions bien évidemment des débiteurs communs. Et lorsque je me rendais chez les débiteurs, ceux-ci se plaignaient fortement de ce personnage, disaient qu'ils étaient menacés, disaient également qu'ils étaient victimes d'actes qui ne cessaient de se succéder sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi, que lorsqu'ils téléphonaient par exemple aux créanciers pour savoir si l'argent qu'ils avaient donné à cet huissier leur était bien parvenu, il se trouvait que non. Documents falsifiés, tarifs démesurés, actes abusifs. Voilà comment cet huissier aurait procédé pendant plus de 6 ans. Les gens ne cessaient de payer. Lorsqu'on était abonné chez cet huissier, on y était à vie. C'est ce chef d'entreprise qui fait éclater le scandale. En 2003, Daniel Guessot traîne derrière lui une dette de 5 000 € auprès des assédiques. Et sans le savoir, il va mettre un terme aux dérives de l'huissier douteux. Ils ont confié cette créance à un huissier qui est venu nous la signifier. On a réglé cette somme sous huitaine, et pour nous, le dossier était clos. L'affaire aurait pu en rester là, si ce patron n'avait pas reçu 18 mois plus tard un étrange coup de fil des assédiques. Ce coup de téléphone va faire éclater l'affaire au grand jour. J'ai envoyé donc tous les relevés bancaires à cette personne d'assédique pour lui prouver votre bonne pour foi. lui prouver ma bonne foi. Immédiatement, le chef d'entreprise dénonce l'huissier auprès du procureur de la République. Et la brigade financière qui se saisit du dossier n'est pas au bout de ses surprises. Il s'était aperçu qu'en fait, il y avait plus d'une centaine de dossiers identiques aux nôtres
qui avait été donné en recouvrement à cet huissier et lequel n'avait jamais reversé l'argent. D'après les enquêteurs, le système était simple. L'huissier encaissait l'argent des débiteurs, mais ne le reversait pas aux créanciers. Dans le village où cet huissier tenait son étude, nous avons interrogé les commerçants. Certains étaient ses débiteurs, et en caméra cachée, les langues se délient. C'est vrai que j'ai eu affaire à des huissiers de justice fort désagréables. Dont un ici qui était un peu crapule sur les bords. Un peu crapule? Ah ouais, mais il a fait de la tôle. Ouais. Mais nous, on connaît parce qu'au départ, on avait eu des ennuis avec l'URSSAF, des trucs comme ça. Donc forcément, il est venu nous voir pour nous prendre des sous. Donc on le connaît comme ça. Et comment vous pourriez le décrire? Ce monsieur, c'est un vieux grigou, quoi. Un vieux grigou. C'est-à-dire? Il est malicieux, il sait y faire. Puis il est quand même assez, on dirait presque comme il est habillé ou comme il se comporte, on dirait presque un juge, quoi, un gars du tribunal où il a quand même beaucoup d'aplomb. Hein, il a de l'aplomb, il se démonte pas. Hein. C'est parce que c'est quand même tout basé sur le fait qu'ils sortent dans la rue, qu'ils ont une belle cravate, qu'ils disent bonjour aux gens, que les gens l'appellent bonjour maître, et qu'ils sont des voleurs. Et vous dites pas bonjour maître à un mec qui est en tôle. Hein. Au terme de son enquête, la brigade financière de Dijon chiffre à plus d'1 million d'euros le montant du détournement de l'huissier. Alors où est passé l'argent? Lui dit qu'il avait des charges de famille, mais ça veut rien dire. Pourquoi il a détourné de l'argent? Parce qu'il ne savait pas faire ses comptes, et puis parce que c'est un voleur. Cherchez pas. Est-ce que vous me demanderez pourquoi je vous ai piqué votre portefeuille si je vous le pique dans votre poche? La seule réponse que vous trouverez, c'est que je suis un voleur. Que derrière, il y ait une maîtresse coûteuse, un enfant malade, c'est un autre problème. Mais dans mon rapport entre vous et moi, c'est simple. Je vous ai piqué votre portefeuille, je m'appelle un voleur. Pas compliqué. S'il y avait un trou, effectivement, c'est qu'il ne reversait pas l'argent. Ça coule de source. Alors maintenant, ce qu'il en faisait, il faut lui poser la question. Nous sommes partis sur les traces de l'huissier. Nous avons retrouvé sa maison, une très belle bâtisse bourgeoise, mais aujourd'hui la maison est vide. D'après les voisins, il aurait disparu sans laisser d'adresse, il y a plusieurs mois. Et ils sont partis depuis longtemps? Oh, ben ça fait bien 6 mois qu'ils sont partis, ah oui. Ouais. Et comment ça se fait qu'on les voyait plus, enfin que lui en tout cas on le voyait plus pendant des problèmes, hein. Il pensait qu'il n'était pas très à l'aise de sortir en ville, c'est ça? Il était condamné, hein, il devait faire de la prison, hein, c'est pas... En mars 2009, l'huissier suspendu de ses fonctions a été déclaré coupable de détournement à hauteur de plus d'1 million d'euros et condamné à 3 ans de prison ferme. Les huissiers de justice ont sans doute le plus mauvais rôle dans la chaîne judiciaire, loin devant les avocats et les magistrats. En permanence sur le terrain, face à des débiteurs de plus en plus nombreux, ils appliquent la loi et tentent au quotidien de concilier l'inconciliable. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.